Bonjour à tous. Je vais laisser Céline Thénière entamer ce webinaire qui est basé sur la crise sanitaire a-t-elle fait bouger les lignes de la prévention. Céline, je vous laisse la parole. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie d'être présents aujourd'hui pour suivre ce webinaire. Je me présente rapidement. Donc, je suis Céline Thénière, je suis chargée de communication au sein du Fonds national de prévention des risques professionnels, le FNP. Ce fonds est placé au sein de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, la CNRACL, qui lui a confié 3 grandes missions. Ces 3 grandes missions sont l'élaboration de statistiques sur la sinistralité dans les fonctions publiques territoriales et hospitalières, l'appui aux employeurs qui relèvent du régime pour mener des démarches de prévention, et l'élaboration de recommandations d'action qui sont basées sur les retours d'expérience et la capitalisation des projets de prévention que le FNP accompagne. Au regard de ces 3 missions, le Fonds national de prévention met à disposition des employeurs du régime toute documentation utile pour œuvrer en prévention, et notamment documentation juridique et réglementaire par le biais du site de l'espace droit de la prévention. L'alimentation de ce site est faite par la société CEGAP dans le cadre d'un marché public et qui organise aujourd'hui ce webinaire. Donc ce webinaire, nous l'avons voulu conçu comme un retour donc sur les enseignements que l'année 2020 a fait émerger, puisque cette année a été particulièrement marquée par la crise liée à la Covid, avec une réglementation foisonnante et mouvante dans la matière. Au regard de ce contexte, on a souhaité s'interroger sur les contraintes et les opportunités que cette crise a pu créer en termes de prévention et d'organisation du travail dans les fonctions publiques. D'où l'intitulé « Organisation du travail en 2020, la crise sanitaire a-t-elle fait bouger les lignes ?» Ces interrogations se feront au travers des prismes de la réglementation et de la prévention, mais également sur le point de vue psychologique. C'est pourquoi cette présentation va vous être faite à 2 voix, par 2 intervenantes, chacune experte dans son domaine. Carole Podimski, experte en réglementation et prévention des risques, et Marie-Odile Gauteron, psychologue du travail. Le déroulé de ce webinaire, dont le programme va vous être détaillé par Carole, se fera autour de 3 questions. Comment les principes de la prévention ont-ils été mis à l'épreuve de la crise sanitaire? Comment les organisations ont-elles dû s'adapter face à cette accélération du numérique et du télétravail? Et enfin, comment capitaliser et pérenniser les outils et les bonnes pratiques? Je donne donc maintenant la parole à Carole pour démarrer cette session. Très bien, merci Céline. Quelques éléments logistiques quand même avant de commencer, des questions que vous posez souvent. Donc, le support de la formation sera envoyé à tous les participants avec le mail de remerciement, donc vous l'aurez sans souci. Des participants ont posé des questions justement sur la possibilité de poser des questions. Alors, vos micros sont coupés puisque, alors là, j'ai plus accès au nombre de participants. Je vais regarder tout de suite, mais vous êtes là près de 500. Donc, il est évident dans ces conditions-là, et on est très content que vous soyez aussi nombreux, mais qu'on ne peut pas se permettre de vous laisser la parole. On a pris toutefois en compte les questions qui nous ont été posées en amont de ce webinaire, et vous pourrez en poser à l'issue du webinaire à l'adresse qui s'affiche déjà sur la slide en bas à droite et qui vous sera également redonnée dans le mail que vous recevrez à la suite de cette session. Voilà, et 2 éléments peut-être importants. Vous avez un tableau de bord qui doit s'afficher, je pense, en haut à droite de votre écran, si je ne dis pas de bêtises, avec pas mal d'éléments. Donc, pour plus de lisibilité, il y a 2 possibilités. Déjà, vous pouvez le masquer en cliquant sur la flèche. Alors, ne le faites pas tout de suite, mais en cliquant sur la flèche rouge qui est en haut. Donc, ça vous permet de le faire disparaître et de ne pas prendre une partie de votre écran. Et puis, si les slides, vous trouvez que c'est trop petit parce que vous avez à la fois la vision des caméras et à la fois la vision des slides, à ce moment-là, vous pouvez aller dans la partie qui s'appelle webcam. Vous cliquez sur le petit triangle à côté pour que le menu s'ouvre. Et là, vous pouvez décocher, afficher toutes les webcams. Donc, vous décochez ça et du coup, vous ne verrez plus les caméras, mais vous verrez l'écran en plus grand. Vous pourrez à ce moment-là l'avoir en plein écran. Voilà, donc ça, c'est fonction de chacun, en fonction de ce que vous aimez comme interface. Voilà. Alors, effectivement, le programme, Céline, vous l'avez présenté rapidement, je vais le représenter. La crise sanitaire en 2020, comment la réglementation s'est adaptée
On va parler effectivement de toute cette mouvance de textes réglementaires et on va particulièrement axer sur les principes généraux de la prévention à l'épreuve de la crise sanitaire. Marie-Odile nous parlera, elle, de l'adaptation des organisations avec, entre guillemets, ces nouveaux modes de travail et nouveaux outils. Donc, avec l'accélération de la mise en place du télétravail et du déploiement des outils qu'on appelle synchrones. Et puis, on a voulu effectivement axer ce webinaire sur quelque chose de quand même d'assez pratico-pratique et on a sélectionné quelques outils qu'on va vous présenter en troisième partie et qui viendront étayer ce qu'on vous aura présenté en partie 1 et en partie 2. Voilà, donc je vais commencer sans plus attendre parce qu'on a un programme quand même un petit peu chargé. Donc, première partie, l'adaptation de la réglementation. Alors, en préambule, effectivement, une réglementation foisonnante en 2020 avec une parution très importante de textes, notamment entre mars et juillet. Mais après aussi, avec des textes en plus particuliers, puisqu'il a été beaucoup légiféré par ordonnance. Les ordonnances ont la particularité d'être des textes qui sont d'application immédiate, donc qui nécessitent une réactivité, une adaptabilité très importante. Et puis des textes aussi qui ont bougé, qui ont été créés, abrogés, recréés. Je pense notamment à la réglementation sur les agents vulnérables, par exemple, qui a beaucoup évolué, qui n'était pas forcément facile à suivre. Et ce qui se passe en général quand on a ce genre de crise et ce genre de foisonnement de textes réglementaires qui apparaissent, des questions qui m'ont été beaucoup posées et que je reprends là, c'est que les employeurs se disent à ce moment-là, mais du coup, comment s'applique mon obligation de sécurité pendant cette pandémie? Et puis, quelle valeur juridique est-ce que les protocoles du gouvernement, donc tous ces protocoles pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs, mais des agents, puisque c'est applicable aussi à la fonction publique, quelle valeur juridique ces textes ont? Alors, ces deux questions, je vais y répondre un petit peu plus loin dans le webinaire, pas immédiatement, mais c'est intéressant de les mettre ici parce que pour moi, elles illustrent bien la fébrilité en fait que les employeurs peuvent avoir dans ce genre de contexte un peu mouvant et qui peut entraîner un besoin de cadre rassurant avec un cadre réglementaire. Alors, je dirais un cadre faussement rassurant. Ce que je vais essayer d'expliquer dans cette première partie, c'est justement que plus un risque est multifactoriel et complexe, comme l'est celui de la Covid-19, et moins il est possible finalement de l'encadrer juridiquement, ou plutôt moins il est intéressant, utile, moins il est utile de l'encadrer juridiquement, parce que les principes généraux de prévention, finalement, peuvent nous suffire. Donc, qu'est-ce que nous apprennent ces principes généraux de prévention? C'est ce qu'on va voir dans cet exposé que j'ai basé sur un article de Hervé Lanouzière, qui est directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, un article qui est paru fin 2020 et qui était très, très intéressant. Donc, le postulat de départ, c'est effectivement que plus un risque est multifactoriel et complexe, plus il est difficile de l'encadrer juridiquement, avec précision. L'idée clé, c'est qu'il faut prendre de la distance, pas vouloir trop cadrer parce que ce risque, il est mouvant, il est évolutif. Les mesures qu'on va mettre en place devront être souples, évolutives également, comprises par les agents, ça c'est très important, adaptées au moment, puisqu'on s'est rendu compte que, en fonction de la connaissance du risque, les mesures n'étaient pas forcément les mêmes. Ne pas hésiter à être humble, à y aller progressivement, ne pas chercher à mettre des règles qui pourraient devenir très vite obsolètes. C'est ce qui s'est passé par exemple avec l'histoire des gants à une époque. Il faut en fait surtout que les agents comprennent le sens des actions qui sont mises en place à un moment donné et de connaissance et également d'organisation, puisqu'on ne va pas mettre en place les mêmes règles de prévention quand on a 5 agents parce que tout le monde est en télétravail ou quand on en a 30 parce que tout le monde est revenu. Et ça, c'est des choses qui sont tout à fait compréhensible. Alors, c'est quoi un risque multifactoriel et complexe et quels exemples on a déjà de risques qui sont finalement peu cadrés dans la réglementation? Les troubles musculo-squelettiques, par exemple, et les risques psychosociaux ne sont régis aujourd'hui que par les principes généraux de prévention. Et pourtant, les TMS restent la première cause et loin devant de pathologies professionnelles en France. Et les risques psychosociaux, sont des risques dont l'évolution est en constante évolution depuis plusieurs années. Et pourtant, effectivement, ces risques ne sont régis que par les principes généraux de prévention. Donc, on peut s'en offusquer ou on peut faire l'hypothèse, comme ce qui vient de s'afficher, que plus le risque est multifactoriel et complexe, et plus il est difficile, voire contre-productif même, de l'encadrer juridiquement avec précision.
En fait, les principes généraux de prévention vont nous fixer des objectifs à atteindre et une démarche globale et universelle de prévention, donc une démarche qu'on peut appeler holistique. C'est un joli mot qui veut dire que c'est une démarche globale qui s'adapte, qui peut embrasser toutes les causes et donc effectivement tous les risques. Voilà. Alors, en quoi effectivement du coup, le coronavirus est source de complexité? Ce qui est source de complexité en fait dans ce risque-là, c'est l'extériorité du risque, puisque pour la première fois, l'employeur va devoir combattre un risque sur lequel il n'a pas prise. Donc la Covid-19, c'est pas un risque forcément multifactoriel, mais par contre, voilà, il a une certaine complexité. On peut d'ailleurs se poser la question, est-ce que c'est un nouveau risque ou pas? Alors, on va répondre en disant une réponse de Normand, oui et non. Non, puisque c'est un risque biologique, donc il est déjà encadré par le Code du travail, mais le Code du travail encadre plutôt des risques biologiques qu'on peut rentrer, on va dire, dans deux grandes catégories d'activités, soit lorsqu'on utilise de manière délibérée un agent biologique dans le processus de production, par exemple la fabrication de vaccins, soit des activités dans lesquelles la présence d'agents biologiques n'est pas désirée, mais elle n'est pas non plus fortuite, puisqu'elle est inhérente à l'activité, par exemple, et vous êtes un certain nombre de participants peut-être à travailler dans des établissements hospitaliers et à bien comprendre effectivement là où je veux en venir avec cet exemple. Voilà, donc des situations plutôt circonscrites. Et puis, ce n'est pas un nouveau risque non plus, parce que cette famille de coronavirus est connue depuis longtemps, mais c'est quand même un risque nouveau. En ce sens que ce n'est pas l'activité professionnelle qui conduit les agents à être exposés, contrairement aux risques biologiques qu'on avait jusqu'à maintenant, et que le comportement de ce coronavirus en particulier est inédit, avec sa vitesse de transmission, ses facteurs aggravants, etc. Voilà, donc c'est vraiment l'extériorité qui va être source de complexité et qui va en soi nécessiter une analyse des risques et des réponses préventives à adapter. Et c'est en ça que réside la nouveauté et que la résistance des principes généraux de prévention peut un peu aujourd'hui être éprouvée. Voilà. Donc au final, on écarte l'existence d'un nouveau risque ou pas nouveau risque, à la limite, peu importe. La question n'est pas tant de savoir finalement si les principes généraux de prévention s'appliquent, mais plutôt comment effectivement ils vont s'appliquer. Alors, ces principes généraux de prévention, je les reprends rapidement, je ne vais pas les passer en détail, mais ce qui est intéressant dans ce qui s'affiche à votre droite, c'est la notion effectivement d'articulation cohérente de ces principes généraux de prévention. Je vais y revenir. Et dans ce qui s'affiche dans la partie de gauche, ce qui est important, c'est la notion de veiller à l'adaptation des mesures pour tenir compte du changement des circonstances, puisqu'il y a eu énormément de changements de circonstances en 2020. Les principes généraux de prévention, deux petits apartés importants. On pense souvent aux 9 principes généraux de prévention, mais ce qui s'appelle principes généraux de prévention dans le Code du travail, c'est un titre 2 avec 2 articles, le 4121-1 et 2, donc qui nous donne effectivement 9 mesures de prévention et 9 principes et 3 mesures. Et deuxième petit aparté, le petit 4 que j'ai mis en rouge, ces articles sont dans la 4e partie du Code du travail, donc qui est bien la partie qui s'applique à la fonction publique. Voilà. Alors, ces principes généraux de prévention nous disent que pour atteindre l'objectif général de santé et de sécurité, l'employeur dispose de ces 9 principes qu'il lui appartient de décliner dans un ensemble cohérent. Et en effet, on va voir que c'est l'articulation cohérente de ces principes généraux de prévention qui va permettre de garder la maîtrise des risques et qui va nous éviter, effectivement, en gardant cette cohérence, d'aboutir à des conflits de logique. Alors, c'est quoi un conflit de logique? Je vais en illustrer un. C'est celui qui est donné dans l'article de M. Lanouzière. Il en évoque plusieurs, mais j'en ai gardé un, qui est le conflit de logique qu'on a appelé de la rampe d'escalier. Puisque si on se dit qu'il faut prévenir le risque de chute, il faut tenir la rampe d'escalier. Si on se dit qu'il faut prévenir le risque de transmission du coronavirus, il ne faut pas tenir la rampe d'escalier. Et c'est à ça qu'on aboutit à un conflit de logique. Alors, face à ce type de conflit, on peut avoir une approche par risque et se dire finalement, est-ce que le risque de la Covid-19 est supérieur au risque de chute ou pas? Et cette approche par risque, ou cette mise en concurrence des risques, peut finalement vite devenir paralysante parce qu'à ce moment-là, on ne sait plus s'il faut prendre l'escalier, ne pas prendre l'escalier, il faut prendre l'ascenseur. Je vais juste pas prendre l'ascenseur. Bref, on arrive à quelque chose d'un petit peu qui peut paraître paradoxal, mais qui finalement
n'est qu'un paradoxe apparent qui, en fait, reflète la complexité du travail, les limites d'une approche par risque. On ne peut pas raisonner par risque, sinon on va effectivement s'éloigner de la réalité des situations de travail et se retrouver dans des situations un peu factices. On peut en fait tout à fait suggérer en fait aux agents de continuer à tenir la rampe d'escalier pour ne pas chuter dans les escaliers, puis de se nettoyer les mains lorsqu'ils sont arrivés à destination. Voilà, c'est une mesure en fait finalement de bon sens, et que le meilleur moyen finalement de faire émerger ces solutions de bon sens, c'est de demander l'avis des principaux intéressés, les agents, ne serait-ce que pour finalement partager avec eux la contrainte et tester les solutions avant de les généraliser. Voilà, des choses que l'urgence qui caractérise une crise rend difficile à maintenir, mais qui permet d'éviter l'écueil des réflexes d'imposer des mesures qui ont parfois vite fait de se relever finalement inappropriées. Il est donc plus que jamais nécessaire de s'en remettre à la démarche induite par les principes généraux de prévention, qui est une démarche de questionnement, qui consiste à se demander finalement si la mesure qu'on a réfléchie et qu'on a mise en route, est-ce que cette mesure produit un effet positif ou plutôt un effet négatif, et dégager un compromis concerté. Voilà, donc les principes généraux de prévention, une démarche de questionnement itérative, puisqu'on sait qu'à chaque fois, donc on l'a vu tout à l'heure également, quand on met en place, quand on adopte une nouvelle mesure de prévention, par exemple la mise en place d'écrans transparents au guichet, on va introduire un changement dans le travail. Donc, on est vraiment en lien avec le principe, l'alinéa que j'ai évoqué tout à l'heure. Et donc, il faut en peser les effets potentiels sur la santé et la sécurité, puisque un écran de protection peut entraîner un risque. On va vouloir contourner l'écran, se pencher, être mal positionné. Ça peut également entraîner un risque, par exemple, d'augmentation de la réverbération sonore, etc. Et donc, il va être intéressant, important, d'à nouveau évaluer les risques. Ça veut dire qu'on ne va pas forcément se dire on va renoncer à l'écran, mais par contre, on va évaluer les risques, ou plutôt les réévaluer, et voir comment on peut articuler les différents principes généraux de prévention. Alors, ces différents principes, le 3 ne s'applique pas très bien, puisqu'on ne va pas pouvoir combattre les risques à la source, dans le sens où le risque est exogène. Mais par contre, on va voir qu'il est tout à fait possible d'articuler les différents risques pour répondre à ce risque de la Covid-19. Alors, quels principes généraux de prévention articulés tout simplement, pardon. On peut par exemple articuler le principe d'éviter les risques et de remplacer ce qui est dangereux par ce qui l'est moins. C'est ce qu'on a fait finalement, sans s'en rendre compte, quand on a mis en place le télétravail. On a évité les risques et on a remplacé quelque chose qui était dangereux par quelque chose qui l'était moins. Mais on a généré des nouveaux risques, dont Marie-Odile va vous parler plus en détail dans la seconde partie. Et donc, c'est nécessaire de à nouveau articuler aussi le principe d'évaluer les risques. On va avoir des nouveaux risques et on va devoir les évaluer. On a tenu compte également du principe, je ne sais plus le numéro combien c'est, mais qui parle de tenir compte de l'état d'évolution de la technique, puisque quand on a, au départ, on a mis en place des bouteilles de gel hydroalcoolique, et puis on s'est rendu compte que la mise en place de colonnes de distribution à pédales était plus hygiénique. Donc, on a tenu compte de cette évolution de la technique pour effectivement peu à peu remplacer les bouteilles par des mises en place de pédales. On tiendra compte de l'état d'évolution de la technique également, puisque avec l'arrivée du vaccin, effectivement, on pourra à ce moment-là avoir des nouvelles mesures de prévention à mettre en place. On a tenu compte effectivement du principe de prendre les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, puisque la mise en place de la distanciation sociale n'est rien d'autre qu'une mesure collective qui s'articule avec la mise en place du masque, puisqu'elle ne remplace pas, elle est prioritaire, mais elle ne remplace pas la mise en place de la mesure individuelle du masque. Et puis, la crise a aussi mis en évidence un déficit d'éducation sanitaire et de culture de prévention. Alors, dans la population générale, mais en particulier également dans le milieu professionnel. Et donc, de ce point de vue, le 9e principe de prévention, donner des instructions
appropriés aux travailleurs en est ressorti renforcé, puisqu'il faut régulièrement, effectivement, voilà, pouvoir donner les instructions de ce que l'on met en place aux agents. Donc, je reviens avec toute après ces informations sur la question de départ que vous posez toujours peut-être sur la portée juridique des protocoles et des recommandations sanitaires. En fait, ces protocoles relèvent de ce qu'on appelle la soft law, le droit souple, c'est-à-dire qu'ils prescrivent des comportements adoptés, mais ils ne sont pas juridiquement obligatoires. Mais ce qui est intéressant, et ce qui va vraiment boucler avec tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, c'est que le Conseil d'État, dans une ordonnance de novembre 2020, affirme que le protocole finalement constitue un ensemble de recommandations pour la déclinaison matérielle de l'obligation de sécurité de l'employeur et ajoute que le respect des principes généraux de prévention, enfin, je vais lire ce qui est écrit pour ne pas vous embrouiller. Le protocole précise que les recommandations doivent être prises en considération par l'employeur pour la mise en œuvre des principes généraux de prévention. En gros, ces protocoles, finalement, ne font que décliner les principes généraux de prévention et donc, indirectement, finalement, en tant que tels, ils sont applicables puisque les principes généraux de prévention le sont. Et voilà, et donc on a rebouclé effectivement avec l'intérêt de remettre les principes généraux de prévention au cœur de notre démarche de prévention pour l'année à venir. Pour conclure sur cette première partie, je vais remettre la conclusion assez poétique de l'article de M. Lanousière. En conclusion, dans cet océan d'intranquillité, l'arrimage aux principes généraux de prévention permet d'avoir une doctrine et de s'y tenir. Ils sont toujours en arrière-plan et le sont en toutes circonstances, sans qu'il soit même besoin de les mentionner, moyennant quoi ils constituent un filet de sécurité vers notre planche de salut. Voilà. Donc pour terminer sur cette première partie, on a vu qu'effectivement, il y a eu pas mal de contraintes sur cette année 2020 par rapport à la réglementation, mais que c'est... donc effectivement, je ne l'ai pas trop dit, mais il a fallu défaire des règles qu'on avait mises en place, il a fallu s'adapter en permanence. Mais tout ça était l'opportunité finalement de remettre les principes généraux au cœur de la prévention. Donc voilà, les lignes de la prévention, elles ont bougé en 2020. Ça nous permet de remettre ces principes au cœur de toute démarche de prévention et de revenir à un management avec plus de bon sens et de réflexion et de prise de recul. Voilà. À la suite de cette adaptation de la réglementation, on va voir comment les organisations se sont également adaptées et je vais passer la parole à Marie-Odile pour cette seconde partie. Merci Carole. Bonjour à toutes et à tous. Donc, les organisations publiques face à la crise. Alors, on va parler transformation des organisations du travail. On est aujourd'hui en janvier 2021 et il nous a semblé intéressant, avec le recul de cette année, de voir ce qui a évolué, les bonnes pratiques mises en place ou ce qui ne sera pas forcément très intéressant de poursuivre. L'objectif, donc, en 2020, ça a été la poursuite de la continuité, assurer la continuité du service public. On pense spontanément à la fonction publique hospitalière, mais c'est bien les trois versants de la fonction publique qui ont été obligés de s'adapter très rapidement et à mettre en place des tas de choses sur le tas, que ce soit par rapport au protocole, comme le disait Carole, ou bien par rapport à des outils de travail collaboratif ou développer des accueils pour le public différent. Enfin voilà, énormément de choses. Ce qui est intéressant, c'est le terme chinois qui décrit le mot crise avec deux idéogrammes conjoints, danger et opportunité. Donc c'est vraiment sous cet angle-là qu'on va parler de ce qui a évolué dans les organisations publiques. On se base aussi sur beaucoup d'études qui ont été réalisées en 2020 par l'ANACT, par les services de santé au travail, par beaucoup d'entre vous dans les collectivités qui avaient interrogé les agents pour récolter le vécu de chacun. On se base aussi sur des sondages, notamment celui de l'Ipsos. Voilà, donc ça c'était pour donner un petit peu le contexte. Alors, ce qui ressort en 2020, c'est un très haut degré d'incertitude avec énormément de questionnements au quotidien, tant sur l'organisation du travail que sur le sens au travail, donc qui a donné lieu à beaucoup de dialogues, beaucoup de réactivité, également beaucoup d'agilité et de créativité.
Alors, ce qui est intéressant, donc certains parlent de débrouillardise, c'est ce que les Grecs anciens appelaient la métisse. La métisse, c'est l'intelligence rusée, l'intelligence pratique. C'est face à un élément extérieur qui change, comment très concrètement on va s'adapter. Donc ça a été très fort en 2020 et c'est encore le cas. Un point important aussi, c'est le bond en avant de la digitalisation qui était déjà en marche depuis quelques années. Très concrètement, la dématérialisation a fortement aidé à l'essor du télétravail. Un fort besoin de proximité, les gens ont besoin de retrouver le collectif, de se retrouver. Un sociologue, Thomas Roulet, a écrit un article qui s'intitule on ne pensait pas que les discussions autour de la machine à café nous manqueraient tant. Alors c'est vrai que nous, les psychologues du travail, on le savait, si on peut dire. On sait tout ce qui se passe au niveau informel, tout ce qui se passe en dehors des réunions, qui est aussi important, qui est très important au niveau du travail. Donc c'est vrai que ce besoin de proximité-là, il est très important, et encore aujourd'hui. Alors, la confiance, l'autonomie et la responsabilisation, c'est les maîtres mots du télétravail. C'est ce qui va favoriser en termes d'environnement, c'est un environnement propice au développement du télétravail. Une gouvernance bousculée avec des directions en première ligne face à cette crise. Également une forte charge émotionnelle. Les psychologues ont mis en évidence que l'émotion principale du premier confinement, ça a été l'anxiété. Ne pas savoir ce qui allait se passer pour la suite. Et l'émotion principale du second confinement, c'était la tristesse et l'abattement, le découragement. Et on est quand même en janvier encore un petit peu dedans. C'est pas facile tous les jours. Voilà. Donc il est normal aussi de se sentir, voilà, d'avoir ces émotions pas toujours facile à gérer. Enfin, donc le télétravail improvisé, je vais développer juste après, mais le télétravail, clairement, c'est la transformation principale de cette année 2020. Alors, deux notions à distinguer, le télétravail classique et le travail à distance, où on l'a appelé aussi télétravail de circonstance. Face à une circonstance exceptionnelle, on va travailler à distance. Le télétravail classique, lui, est réglementé. Donc, le travail à distance, ce ne sont pas les règles de fonctionnement du télétravail. Voilà, c'est important de bien faire la distinction. Donc, un essor fulgurant du télétravail en 2020 avec des organisations plus ou moins préparées, mais quand même d'une manière générale, voilà, certaines organisations qui ont été bousculées dans la mise en œuvre. Alors là, vous voyez des chiffres qui sont issus du sondage Ipsos décembre 2020, avec 73% des agents qui déclarent que leur organisation n'était pas préparée au télétravail lors du premier confinement et 51% lors du deuxième. Donc, voilà, pour certaines organisations mises en œuvre à marche forcée, voilà, le sentiment d'être pris au dépourvu. Toutefois, pour les établissements qui avaient mis en œuvre, et ce depuis 2017, le télétravail, l'accélération a été importante, mais elle a été plus facile à gérer. Alors, ce qui ressort quand on interroge les agents et dans les collectivités, vous avez aussi pu entendre le vécu des agents. Donc, c'est un vécu qui est très inégal. Effectivement, le travail à distance met en lumière les différents modes de gestion et d'organisation. Donc, une hétérogénéité très forte, tant au niveau du matériel, accès au PC portable ou utilisation de son PC personnel, accès au VPN ou pas, équipement, installation dans la maison, sur un bout de table avec la famille ou autre, voilà, des situations très hétérogènes. Deux grandes catégories quand même de télétravailleurs ressortent, ceux pour qui ça s'est plutôt bien passé, qui étaient dans un environnement favorable en termes humains, techniques et managérial. Donc, comme ce que je disais juste avant, l'environnement favorable, c'est la confiance et la transparence. Ceux pour qui ça s'est moins bien passé, avec un sentiment d'isolement, un sentiment voire d'exclusion, très peu de contacts, pas de possibilité de suivre les dossiers, pas forcément accès aux documents,
à distance. Donc là, ça a été vécu de manière plus difficile. Et enfin, toute la catégorie des agents qui ne peuvent pas télétravailler, les métiers techniques, les crèches, certains, un suivi social qui est très perturbé. Donc voilà, ceci aussi, pour ces personnes-là, il y a eu plutôt un vécu d'injustice face à l'impossibilité de télétravailler. Donc ça a été aussi une gestion pour les encadrants de proximité, pas toujours simple. Si au sein d'une même équipe, certains peuvent télétravailler et d'autres non. Ce qui ressort toutefois, c'est un bilan globalement positif, avec un chiffre toujours issu de ce sondage Ipsos, de 3/4 des agents qui veulent désormais télétravailler régulièrement. Alors, pas 5 jours semaine, hein, c'est vrai que le 5 jours semaine, c'est pas forcément la meilleure des options, mais en tout cas, ce qui est mis en évidence dans les points positifs, c'est le gain de temps, le temps de transport réduit, c'est de l'efficacité professionnelle, le confort et l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Je voudrais juste revenir très rapidement sur l'efficacité professionnelle. Ces dernières années, on a vu, et vous avez tous, je pense, vécu ça, une accélération du risque que nous, on appelle interruption dans la tâche. Donc, difficulté de concentration, difficulté d'attention du fait d'être sans cesse interrompu. Et avec les outils numériques, c'est vrai que ça a vraiment accéléré ce risque. Le télétravail, quand même, permet une meilleure concentration et une meilleure attention. Alors effectivement, 3/4 des agents veulent désormais télétravailler régulièrement, donc on ne reviendra pas en arrière hein, sur ce sujet-là. Et je vais faire du coup une petite aparté sur le retour en arrière au niveau du cadre réglementaire du télétravail, puisqu'il date il a été inscrit au niveau de la fonction publique une première fois par une loi du 12 mars 2012 qui a attendu quasiment 4 ans pour avoir son décret. Donc le décret phare hein, de la mise en place du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, qui nous a donné les modalités possibles pour la fonction publique. Et puis, on a eu en 2020, au début de la crise sanitaire, un décret qui est venu modifier ce décret de 2016 pour pouvoir notamment assouplir les conditions de mise en place du télétravail, avec par exemple du télétravail possible pour raison de santé, évidemment, des autorisations de télétravail en raison d'une situation exceptionnelle qui peuvent perturber l'accès aux services ou au travail sur site, donc des choses évidemment qu'on a eu à affronter l'année dernière, des possibilités de travailler dans un tiers-lieu aussi, qui sont considérés comme du télétravail, et puis la possibilité aussi, par exemple, de travailler sur des jours flottants, alors qu'avant, c'était plutôt cadré, il fallait télétravailler le mardi, le mercredi, et voilà, et on se rend compte que c'est pas finalement toujours facile. Donc voilà, le cadre réglementaire s'est aussi adapté pour permettre effectivement cet essor du télétravail sur l'année 2020. Merci Carole. Alors, au-delà du cadre réglementaire, on va aborder maintenant les risques liés au travail à distance lors de situations exceptionnelles. Ces risques ont été mis en évidence aussi par l'utilisation, si je puis dire, intensive du travail à distance, qui les a d'autant plus mis en lumière. Alors, le premier risque, c'est vraiment la perte du collectif, c'est la perte de la dynamique d'équipe, le fait de ne plus se voir, ne plus voir les collègues. Ça, c'est le relationnel limité au sein de l'équipe. Vraiment, le télétravail par rapport à ça a montré ses limites. Il peut découler de cette perte de collectif un sentiment d'isolement. Je pense qu'on a tous vécu plus ou moins à un moment ou à un autre au cours de l'année 2020 ce sentiment-là. L'intensification du travail. Alors, l'intensification du travail, c'est aussi en lien avec une représentation sociale qui voudrait qu'on soit plus efficace en télétravail. On l'est, effectivement, mais du coup, qui, pour certaines personnes, va entraîner une charge de travail beaucoup plus importante que d'habitude. Possibilité aussi en télétravail de ressentir un contrôle accru de l'activité. Perturbation de la conciliation des vies, donc entre vie personnelle et vie professionnelle. Hein. Le fait d'inviter la sphère professionnelle au sein de l'espace personnel peut dérégler cet équilibre. L'hyperconnexion,
Donc, ça, depuis quelques années, c'est vraiment devenu un vrai sujet. C'est pas toujours facile de ne pas regarder les réponses à ces mails quand on est à la maison et qu'on a les outils à disposition. Perte de motivation, un risque très important qui est un peu sournois aussi parce qu'il peut se dégrader de manière très progressive. Donc ça, c'est en lien avec aussi les évolutions du travail, mais l'impression aussi de pas faire un travail de qualité. Ça, c'est quelque chose qui est difficile à vivre au quotidien. C'est tous les changements rapides également. Donc, il est quand même normal de se sentir à un moment découragé, démotivé, mais voilà, c'est un risque important à prendre en compte sur la longueur. Et en complément de tous ces risques, l'inadaptation aussi possible du matériel. Alors, j'ai volontairement choisi 3 risques importants. À mon sens, aujourd'hui, ils sont tous importants. Je voulais vous renvoyer pour les risques que je ne vais pas aborder là aujourd'hui au site Espace Droit Prévention. Il y a énormément de fiches qui sont mises en place. On en parlera à la fin avec Carole pour manager à distance. En l'occurrence, voilà, j'ai souhaité faire le focus aujourd'hui sur ces 3 risques: perte du collectif, sentiment d'isolement et perte de motivation. Je vous disais que c'était un peu sournois, effectivement. Quand on travaille à distance, au bout d'un moment, on peut dire finalement, les résultats sont là, j'y arrive. Finalement, je n'ai pas forcément besoin des autres. C'est à moyen et à long terme que ce risque vraiment se révèle de manière plus importante. Donc, 2 pistes d'action. La piste 1, préserver et faire vivre le collectif de travail. Et la deuxième piste, redoubler d'attention psychologique et sociale. Alors, la distance imposée a révélé vraiment la dimension essentielle, la dimension communautaire du travail. Des personnes ensemble, ce n'est pas un groupe. Un groupe, ce n'est pas une équipe. Voilà. Une équipe, c'est un groupe dont les individus qui la composent suivent un même but de manière collective, chacun avec une tâche prédéfinie et tous qui interagissent ensemble vers ce but. Ça veut dire que l'équipe ne peut pas exister si tout le monde ne se parle pas de manière régulière pour maintenir le lien, pour avancer sur les dossiers et pour consolider le sentiment d'appartenance. Donc, plusieurs questions à se poser et quelques propositions. Ce qui est vraiment important par rapport aux différentes propositions, c'est que maintenir l'esprit d'équipe, c'est aussi bien sûr en fonction de l'équipe, de la culture, du territoire, énormément de données qui sont propres à chacun. Quelques grandes questions à se poser. Quelle transformation vécue, quelle nouvelle configuration, quelle transformation vécue? Là, l'idée, c'est de prendre en compte tout ce qui a été vécu en 2020. Donc par les agents, notamment les transformations positives, des nouvelles formes de travail bien vécues, de l'autonomie qui a été développée, de la polyvalence, ou à l'inverse, des situations qui se sont dégradées, donc notamment avec perte du collectif ou baisse de motivation. Donc voilà, pour construire, on va dire, les organisations de demain, c'est important d'avoir ce retour en arrière sur les transformations vécues. Les nouvelles configurations, c'est ce qu'on appelle, alors le terme n'est peut-être pas très joli, mais les organisations hybrides, mi-présentielles, mi-distancielles, les nouvelles équipes. Ça peut être aussi, voilà, au sein d'une même équipe, des activités qui sont télétravaillables ou non. Ensuite, la dynamique communicationnelle, donc c'est comment l'équipe peut communiquer de manière différente, quelles nouvelles habitudes de communication on peut mettre en place. Une journée où toute l'équipe est réunie, par exemple. Bon, en ce moment, c'est pas vraiment conseillé, mais un groupe WhatsApp, une visio de manière régulière. Sur les nouveaux modes de coordination, c'est par exemple la répartition des tâches ou la mise en place de binômes. L'apprentissage, on pense à l'apprentissage en ligne notamment, et nouveaux modes de coopération qui peuvent être favoriser des temps de partage ou repenser la structure des réunions, par exemple. Enfin, les rituels pour remplacer les moments informels. Donc, je pense que vous avez aussi pu mettre en place des types de rituels, des cafés visio, voire des apéros visio. C'est aussi intéressant.
Alors, donc, deuxième point, la reconnaissance. Donc, la reconnaissance, c'est vraiment un facteur clé de motivation. La reconnaissance, c'est un besoin fondamental qui joue un rôle essentiel dans la construction de l'identité professionnelle. C'est important, vu la distance, de continuer à donner des signes de reconnaissance ciblés, d'autant que le travail comporte toujours une partie invisible. On dit que 10% du travail qu'on réalise est seulement visible par l'extérieur. Donc, en télétravail, ce sera encore moins. Voilà, donc différentes formes de reconnaissance. Avec celle qui est le moins touchée par le télétravail, ça va être la reconnaissance du résultat. Et pour les autres, l'important, c'est vraiment de continuer à donner de l'information pour les personnes qui sont loin, consulter les agents sur les décisions, remercier, etc. Pour terminer, sur la piste d'action numéro 2, donc redoubler d'attention psychologique et sociale. Donc là, concrètement, ça signifie donner un espace-temps et donner un espace-parole à chacun, en organisant par exemple des temps de rencontres privilégiés, formels ou informels, et surtout de se mettre en position de capter les signaux faibles. Voilà, les signaux faibles concernant l'état émotionnel. Donc, des signaux faibles, c'est une saute d'humeur, un changement de comportement un peu brutal, une posture de retrait, etc. Voilà, et l'écoute active également, qui est une autre forme de reconnaissance. C'est porter de l'intérêt au message de son interlocuteur qui va se sentir reconnu et soutenu. C'est un vrai facteur de protection face aux risques psychosociaux. Alors, merci Marie-Odile. En complément, puisque c'est vraiment évidemment en lien avec cette mise en place du télétravail, c'est l'accélération du déploiement des outils synchrones ou des outils digitaux. Donc, je vais en parler rapidement. Ce qui me semble important, pareil, avec on va dire, le retour d'expérience de quasiment une année, c'est de se dire, attention, il y a beaucoup d'outils qui existent. Ils sont tous intéressants, mais ce qui est important, c'est qu'ils ont des objectifs et des fonctionnalités qui sont différentes et qu'il faut quand même bien parfois se poser ces questions de quels sont nos objectifs et qu'est-ce qu'on attend d'un outil pour pouvoir les utiliser le mieux possible. Alors, je distinguerai, on dirait trois grands types d'outils, mais c'est pas aussi scindé que ça peut l'être à l'écran. Mais dans l'idée, vous avez des outils plutôt pour faire des réunions, des formations courtes, avec des outils qui peuvent être même gratuits, Skype, WhatsApp, Teams, Zoom, etc. Qui permettent voilà, de faire un partage d'écran, d'avoir une certaine interactivité, mais plutôt par la parole, qui peuvent être compliqués dès qu'on est beaucoup, parce qu'on va des fois se couper la parole, etc. Donc, certains outils permettent de pouvoir lever la main pour poser une question, d'autres non, enfin voilà, bref. D'autres outils, comme celui qu'on utilise aujourd'hui pour des webinaires, donc avec plutôt une fonctionnalité d'information descendante, malheureusement, voilà, l'avantage, c'est qu'on peut être très nombreux. On peut faire des sondages, des résultats en live pour donner une autre forme d'interactivité que celle de la parole. Mais voilà, on est plutôt sur quelque chose d'une information descendante. Mais par contre, on peut être extrêmement nombreux puisqu'on peut être jusqu'à 1000 personnes sur un webinaire. Et puis, des outils type Adobe Connect, Teams Pro, etc. qui permettent de faire des classes virtuelles. Donc, vraiment, un outil qui sont très complets, qui peuvent avoir toutes les fonctionnalités, mais également, donc j'ai déjà évoqué, mais également la possibilité de faire des ateliers en sous-groupe. Donc, on peut dispatcher ses agents, etc. Donc, voilà, des formations qui peuvent recréer à distance, des formations de type présentiel, à condition d'avoir une pédagogie un peu adaptée, mais qui peuvent être vraiment très intéressantes pour faire des formations quasiment pareilles que quand on est en présentiel. Je passe vite rapidement sur ces sujets-là, mais deux risques qu'on peut dégager un peu plus particulièrement par rapport à ces outils synchrones, l'électronisme et la fracture numérique. L'électronisme, c'est le fait que, c'est l'illettrisme adapté à l'informatique, aux outils numériques. Si vous n'avez jamais entendu ce terme, moi je le trouve très intéressant. L'inégalité de connaissances, 23% des Français ne sont pas à l'aise avec le numérique. Et la fracture numérique, c'est plutôt l'inégalité d'accès. Vous pouvez être très à l'aise avec les outils, mais par contre, vous travaillez chez vous au fin fond de la pampa et vous avez une mauvaise connexion Internet et ça peut générer des distorsions dans les réunions que vous avez avec votre manager, avec vos collègues, etc. Donc, ces deux risques peuvent être risques de désinsertion professionnelle. Donc, c'est un nouveau risque dans le sens où des gens qui étaient parfaitement adaptés et très compétents sur leur poste peuvent se retrouver, du fait de la mise à distance, en difficulté alors qu'ils ne l'étaient pas jusqu'à maintenant. Donc, pour conclure sur cette deuxième partie, je te redonne la parole, Marie-Odile.
Merci Carole. Donc en synthèse, contraintes et opportunités de cet essor du télétravail. Donc les contraintes, elles sont maintenant clairement identifiées. Les opportunités, elles sont à construire, à consolider. Pour ça, c'est vraiment le rôle de tous, hein, les services de prévention, les directions, les ressources humaines, les encadrants de proximité, les agents. C'est vraiment consolider ces nouvelles façons de travailler ensemble, prendre du recul, dialoguer sur ces nouvelles formes d'organisation du travail. Merci. Ah oui, une petite image d'humour pour redonner un peu de force avant le, le dernier quart d'heure qui nous reste sur la troisième partie qui va nous occuper sur la capitalisation et la pérennisation des outils. Donc, comme je vous disais en introduction, on a sélectionné quelques outils qu'on va vous présenter pour étayer donc nos deux parties, à Marie-Odile et à moi-même. Le premier outil, évidemment, c'est l'espace droit prévention. C'est un outil qui est en lien avec la mouvance des textes. Il faut, pour faire face à cette mouvance des textes, optimiser sa veille réglementaire. Et donc, vous retrouverez sur l'espace droit de la prévention une veille réglementaire avec donc les textes parus applicables à la fonction publique, des fiches pratiques et donc effectivement pour parler des risques qui n'ont pas été développés précédemment, vous retrouverez une fiche pratique sur le télétravail dans la fonction publique. Des dossiers de synthèse, je vais présenter par exemple rapidement le kit spécial qui a été fait sur la réglementation Covid. Donc, c'est des outils qui sont faits exprès, hein, comme ceux qui sont sur d'autres sites internet, mais voilà, qui sont faits exprès pour la fonction publique au niveau de l'espace droit. Des vidéos, alors sachez qu'effectivement, il va y avoir deux vidéos qui vont être en lien dans les quelques jours qui viennent. Normalement, d'ici fin janvier, elles devraient être disponibles sur l'espace droit. Des petites vidéos motion de 3 minutes, une qui concerne plutôt les bonnes pratiques pour le manager de télétravailleurs et l'autre qui concerne les bonnes pratiques pour le télétravailleur, donc des petites vidéos motion que vous pourrez partager avec vos équipes. Et puis des newsletters voilà, qui font la synthèse sur les réglementations trimestrielles. Un exemple de dossier, par exemple, donc le kit Covid qui contenait 9 fiches. J'ai détaillé par exemple la fiche numéro 7 sur l'évaluation des risques Covid-19 et puis voilà, vous voyez qu'on explique effectivement comment on peut réussir à intégrer le risque Covid-19 dans le document unique et qui parlait par exemple de l'outil NRS plan d'action Covid-19 que je vais vous détailler justement tout de suite après, qui est le deuxième outil que j'ai souhaité vous présenter. Donc voilà, un outil qui permet en fait, en répondant à une quarantaine de questions, de pouvoir facilement mettre à jour son document unique par rapport à la Covid-19 et qui permet d'éditer également un plan d'action adapté. Donc vous voyez ici, on est dans la partie identification-estimation. On télécharge le petit outil Covid-19 et on a un certain nombre de questions, de thématiques, par exemple aménager les locaux avec des sous-thématiques. Donc, je vais en présenter quelques-unes. Et l'idée, c'est de se dire que la prévention 2021, c'est les principes généraux de prévention, on a vu qu'ils sont très, très adaptés pour nous guider. Et puis, un document unique actualisé avec le risque grâce à cet outil-là. Et là, déjà, on est bien paré pour l'année qui arrive. Alors, un exemple, si on prend donc la sous-thématique « Rappeler les règles de prévention du risque de contamination » qui est dans la partie mesure générale de votre évaluation des risques, l'outil va vous demander effectivement de cocher parmi des mesures qui vont vous être proposées si vous avez, si vous répondez à ces actions-là. Donc, par exemple, est-ce que vous avez informé l'ensemble des salariés que toute personne qui présente des symptômes ne doit pas se rendre sur son lieu de travail? Si oui, vous cochez, sinon vous ne cochez pas et vous pouvez effectivement en plus ajouter d'autres mesures. Donc, si vous avez envie, vous ajoutez d'autres mesures que vous avez mis en place. Et ensuite, on vous demande de répondre, est-ce que pour vous, les mesures en place sont suffisantes ou est-ce qu'il y a des mesures à ajouter au plan d'action? Et s'il y a des mesures à ajouter au plan d'action, vous pourrez les créer et elles viendront s'incrémenter dans votre plan d'action. Un autre exemple, dans la partie thématique 2, organiser l'activité en télétravail, on va vous demander si certains de vos salariés sont en télétravail, oui ou non. Et si oui, pareil, on vous découlera un certain nombre de questions et vous cocherez ce que vous avez fait et pas fait par rapport à cette mise en place. Et donc, une fois qu'on a fait tout ça, on arrive dans la partie plan d'action. Et là, alors moi, c'est vrai que je l'ai fait très rapidement, du coup, je n'avais pas mis en place beaucoup d'actions. Donc, on m'a dit que les mesures qui étaient mises en place pour évaluer mon risque d'exposition étaient insuffisantes et que mon risque était élevé.
Et on me récapitule les actions que j'ai déjà mises en place, puisque j'avais coché qu'effectivement, j'avais organisé le maintien en télétravail des salariés dont la présence n'est pas nécessaire sur site. Donc, à ce moment-là, toutes les actions déjà mises en place apparaissent et vous pouvez ainsi éditer votre plan d'action. Voilà, donc c'est un outil qui permet très facilement de pouvoir mettre à jour votre document unique. Je passe la parole à Marie-Odile sur les outils plutôt qui concernent sa partie. Merci. Donc, je voulais vous présenter deux outils. Il y a énormément d'outils qui existent et voilà, j'en ai sélectionné deux que j'apprécie particulièrement. Alors, le premier, il est double. C'est les deux guides de la Direction interministérielle de la fonction publique, la DITP, sur le télétravail et travail en présentiel. Le premier guide sur la gauche, c'est vraiment des points de repère pour adapter ces pratiques, ces nouvelles pratiques de travail au mode de travail mixte. Donc voilà, vous avez trois grandes thématiques sur l'efficacité professionnelle, l'animation du collectif et les outils. Je passe rapidement dessus. Je voulais passer juste vous décrire un petit peu plus en détail le deuxième tome. Le deuxième tome, c'est 12 animations de 30 minutes chacune. Donc c'est très court, très concret et très facile d'accès. Des animations qui concernent également le travail pour des équipes mixtes, donc sur différentes thématiques comme les rituels d'équipe, là dans l'exemple sur l'avancement des activités, comment suivre en équipe l'avancement de nos activités lorsque nous sommes à distance, quel est notre suivi actuel, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place pour demain. Autre exemple sur identifier des tâches télétravaillables ou non, ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Je pense qu'on a une petite présentation aussi de… Oui, je pensais que tu allais passer juste un petit peu plus de temps, parce que tu es passé peut-être un petit peu vite pour présenter cette fiche, parce que moi j'ai du mal à suivre, pardon, je me permets. Donc juste pour comprendre… Voilà, la fiche, en fait, c'est pour une réunion de 1 heure et c'est pour une animation qui va durer 30 minutes. Donc c'est le cœur de la réunion de 1 heure, c'est 30 minutes, avec là par exemple, pour le suivi de l'avancement, un premier thème sur le suivi actuel. Quel est notre suivi actuel? Donc, par quels moyens suivons-nous nos activités? À qui ce suivi est-il destiné et que souhaiterions-nous améliorer? Dans un deuxième temps, comment améliorer le suivi de nos activités? Donc, plusieurs possibilités. Et dans un troisième temps, pour synthétiser, conclure nos prochaines étapes. Donc, voilà, ça c'est un exemple. Autre exemple, donc sur identifier les activités télétravaillables ou non. Ça, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Il y a également l'ANACT qui propose voilà, un guide « Repérer les activités télétravaillables » qui est disponible sur l'espace droit prévention. Donc ça, c'était des outils pour faire vivre le collectif. Le deuxième outil, un exemple pour donner un espace-temps à chacun. Certains d'entre vous, je pense, ont pris connaissance de ce guide très bien fait également, donc par la DGAFP, manager dans un contexte de post-crise Covid-19, comment anticiper et accompagner ses équipes et la reprise de l'activité. Les 4 grands thèmes, donc préparer la reprise, libérer la parole, reconstruire les échanges, organiser le retour d'expérience, on en a parlé avant, et faire évoluer les processus et les organisations du travail dans la continuité. L'exemple que je vous ai pris à droite, c'est un atelier qui peut être utilisé pour organiser un temps d'échange, notamment lors d'un retour sur site, et on espère que ce sera le cas bientôt. Cet atelier, il s'appelle l'arbre à personnages. C'est ce qu'on appelle en psychologie un outil projectif, c'est-à-dire que vous allez interroger le vécu de chacun, le ressenti de chacun, mais sans poser la question directement. L'outil médiateur, on va dire, ça va être ce dessin. Alors cet arbre représente, vous avez beaucoup de personnages en fait sur l'arbre qui sont dans des postures très différentes, postures d'ouverture, de fermeture, de collaboration, de coopération ou de fermeture. Voilà, différents cas de figure. Très simplement, ça peut être en termes de préparation une question donc sur le ressenti aujourd'hui, où est-ce que vous vous identifiez.
dans cet arbre. Donc, chacun va, avec une gommette, par exemple, s'identifier à un personnage. Et ensuite, vous aurez, en tant qu'encadrant, une vision globale aussi de l'équipe. Peut-être aussi, vous aurez des indications un peu plus précises sur des personnes qui auraient peut-être besoin d'un accompagnement plus important. Voilà, c'est un exemple d'outil, il en existe d'autres. Simplement, c'est aussi un outil un petit peu différent et qui est très efficace. Oui, c'est un outil que j'ai utilisé, qui est effectivement très intéressant quand on n'est pas toujours très à l'aise pour aborder les risques psychosociaux, comment les gens se sentent, etc. Voilà, on peut assez facilement se saisir de cet outil, et je te rejoins sur le fait qu'il est très intéressant, effectivement. Donc, en synthèse, on vous a fait une petite slide où on vous remontre tous les outils qu'on a pu vous présenter dans le cadre de ce webinaire pour répondre effectivement aux questions. Donc, 3 mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé, 9 principes généraux de prévention, ça c'est les articles 4121-1 et 2 du Code du travail. Le site de veille réglementaire, vous retrouverez l'ensemble des liens hypertextes dans le support pour pouvoir accéder à tous ces outils. L'outil NRS, pareil, toujours vous avez le lien hypertexte qui sera lié au support, donc d'évaluation des risques. Et puis le guide qui a présenté donc de la DITP, direction, tu as dû le dire peut-être, je sais pas. De la transformation publique. Voilà, qui s'appelle donc Télétravail et travail en présentiel, avec 2 tomes, un tome sur les repères et un tome sur les animations, donc avec une douzaine d'animations de 30 minutes dont Marie-Odile a présenté un exemple. Et puis le guide de la DGAFP, managé dans un contexte de crise post-Covid, où on retrouve l'atelier d'arbre à personnages et puis un certain nombre d'autres ateliers. Voilà, donc l'idée vraiment de ce webinaire, c'était de pouvoir vous montrer comment la réglementation et les organisations se sont adaptées à la crise sanitaire, comment avec quelques outils vous pouvez effectivement vous saisir de ça pour mettre en place des actions sur l'année à venir. En complément de ces différents outils, la CNRACL a mis en place des dispositifs spécifiques pour vous accompagner face à la crise sanitaire. Et donc, je repasse la parole à Céline qui va nous faire un petit point avant de conclure sur ce webinaire. Merci Carole. Donc effectivement, en plus des outils qui ont été présentés et de bien d'autres qui ont été mis à disposition par les différents acteurs qui œuvrent pour la prévention des risques professionnels, le conseil d'administration de la CNRACL a souhaité déployer par le biais du Fonds national de prévention un dispositif spécifique d'accompagnement lié à la crise sanitaire avec une enveloppe budgétaire conséquente. Et ce dispositif comprend 2 axes. Le premier axe étant un dispositif de soutien psychologique qui a donc pour objet de prévenir les risques psychosociaux et de permettre la mobilisation des collectifs de travail. Le second volet de cet accompagnement, c'est un dispositif qui accompagne aux démarches de prévention relatives à des thématiques qui ont été spécifiquement mises en lumière ou revisitées durant cette crise. Donc on le voit pour la RPS, on l'a vu, et Marie-Odile a développé dessus sur le travail à distance et le télétravail, en particulier pendant la période de confinement. Donc tout ce dispositif d'accompagnement et le dépôt de dossiers pour demander l'accompagnement du FNP est disponible sur la page prévention du site internet de la CNRACL. Et en complément de ce dispositif de soutien, sur le site, vous retrouverez également une rubrique qui a été mise en ligne, qui contient des outils également, mais toutes les ressources qui peuvent être utiles en termes de documentation, d'outils, de guides, enfin tout ce qui a pu être publié par les différents acteurs de la prévention comme l'INRS, l'ANACT, mais aussi les ministères, et qui nous a paru utile de mettre à la disposition des employeurs territoriaux et hospitaliers.
Donc voilà, je voulais remercier les intervenantes d'aujourd'hui pour la richesse de ce qu'ils nous ont proposé dans ce webinaire. Je voulais aussi informer tous nos auditeurs qu'à la fermeture de cette session, de ce webinaire, vous allez voir apparaître un rapide questionnaire. Je vous demande de bien vouloir prendre quelques instants pour y répondre et je vous remercie tous d'avoir été présents aujourd'hui pour suivre ce webinaire avec nous. Merci beaucoup, excellente journée. J'espère qu'on aura pu vous donner voilà, les clés pour mettre en place et inscrire des nouvelles pratiques ou les pérenniser si vous les aviez déjà mis en place pour l'année 2021. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous. Merci à tous et bonne journée. Bonne journée.